Bonsoir. Il faut accélérer la marche dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce sont là les propos du Premier ministre ce matin au cours d'un point de presse. Artem Aoumezounou a dressé le bilan des mesures préventives mises en œuvre pour riposter contre une éventuelle intrusion du virus Ebola. La démarche vise, une fois de plus, à rassurer les populations. Pierre Sossoupa. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le chef du gouvernement revisite les mesures prises pour prévenir cette maladie qui ne cesse de causer des pertes en vies humaines dans la sous-région. Artem Aoumezounou et son équipe technique ont rappelé les dispositions de prépositionnement mises en place pour contrer l'épidémie. Bien qu'aucun cas n'ait été révélé jusqu'ici au Togo, le Premier ministre a tenu à rassurer davantage. C'est vrai que c'est une lutte qui est très difficile. Nous essayons aujourd'hui, dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, de réfléchir à une vision commune de cette lutte, de cette riposte et de cette prise en charge. Mais je pense qu'au niveau de chacun des États, il y a des particularités, des spécificités qui sont telles que les journalistes que vous êtes doivent comprendre les enjeux et nous aider à faire une bonne communication. Et parce que la communication n'est pas seulement en termes de prévention. Pour qu'il y ait aussi une bonne prise en charge, il faut que nos concitoyens soient informés de la démarche que chacun d'entre nous devrait avoir pour lutter contre cette maladie. Nous avons pris des mesures avec un dispositif que nous pourrons expliquer encore un peu plus, dont nous discuterons au fur et à mesure, mais il faut avoir à l'esprit que l'information consiste à alerter les gens, à mettre la garde haute contre cette maladie, à travailler à ce que les Togolais prennent conscience des enjeux, mais à aider aussi les autorités à répondre rapidement s'il y avait des cas. Nous voulons aussi avoir des espèces de contrats avec les radios communautaires sur la manière de diffuser ces informations. Le professeur Sonier, concernant pourquoi pourront vous le dire très concrètement, mais les chefs traditionnels étaient associés, y compris à Lomé et dans le Golfe. Ils ont été associés, ils ont participé à un certain nombre de réflexions, puisque nous avons reçu aussi les religieux pour discuter avec eux, parce que c'est des zones d'influence aussi où le message doit être véhiculé et bien véhiculé. Parce que là-bas aussi, il y a eu de fausses informations qui ont été données, qui ont failli créer plus de complications. Je pense que certains relayent un peu trop facilement des informations qui sont des rumeurs. C'est peut-être ça aussi, sur ça qu'il faut qu'on travaille. Ne pas relayer systématiquement des informations dont on n'a pas vérifié la réalité, surtout qu'on peut avoir accès à la confirmation ou à la vérification de ce nombre d'informations à travers le 111 par exemple que nous avons mis en place, où il y a toujours quelqu'un, Dr Tameklo et puis d'autres, son équipe sont là, peuvent le dire, et puis laisser aussi un peu au corps médical la vérification de certain nombre de faits avant de commencer à le diffuser. Parce que le danger, c'est l'aspect psychologique de ceux qui aussi sont concernés. Le travail de relais et de sensibilisation effectué jusque-là par la presse togolaise dans son ensemble a été salué par le chef du gouvernement qui a d'ailleurs invité les médias à rester mobilisés pour soutenir l'État togolais dans cette campagne d'information et de formation. La presse se sent alors plus engagée pour cette cause. Le rôle des médias est assez important et je crois que l'autorité l'a compris. C'est la maladie sévit. Il faudrait que les médias puissent se servir de relais au niveau des populations pour essayer de les sensibiliser et surtout sensibiliser sans causer la psychose, parce que c'est la psychose qui crée aujourd'hui, qui amène les gens à courir de gauche à droite. Donc amener que les médias essaient surtout de mettre l'accent sur les signes principaux de cette maladie et aussi amener nos papas, nos mamans qui sont dans les villages à arrêter de manger la viande de brousse, parce que la maladie peut aussi non seulement venir des frontières, mais surtout des animaux de brousse. Nous continuerons par user de notre canal pour sensibiliser au maximum toute la population et nos fidèles, en dehors de nos fidèles, toute la chrétienté, afin que tous les auditeurs de Radio Maria soient avertis et soient sensibilisés au maximum. Le comité de gestion a d'ailleurs même promis une séance spéciale de formation des journalistes pour que le travail que nous avons commencé en tant que communicateurs, nous puissions le continuer pour le bien-être de la population. Ils vont donc relayer davantage les informations à tous les niveaux et à toutes les couches. Autorités religieuses et tradithérapeutes auront également à jouer leur partition dans cette mobilisation générale. On parle de 3 groupes de signes annonceurs de la maladie. D'abord, fièvre brutale, maux de tête, fatigue, douleur musculaire et quelquefois
l'angine. Deuxième groupe d'indices, la nausée, le vomissement et la diarrhée. Puis, la troisième catégorie de signaux, synonyme de la phase terminale de la maladie, est caractérisée par un saignement général du corps du malade. Des informations que tout un chacun doit maîtriser pour veiller au grain dans son entourage. Autre maladie qui, elle, est omniprésente en Afrique, le paludisme. L'une des méthodes préventives réputées efficaces, c'est l'usage des moustiquaires imprégnés. Malgré les sensibilisations, les ménages l'utilisent peu. Le taux de possession en 2012 était de 78% contre 64% d'utilisation. Une nouvelle campagne de distribution de moustiquaires devrait commencer le 5 septembre, mais il y aura un léger retard. C'est plutôt le 12 que ces distributions vont démarrer. Rachel Aoukou. Du 12 au 16 septembre débute la deuxième phase de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. 3 962 640 moustiquaires seront mises à la disposition des populations, soit 85% des ménages seront pris en compte sur l'ensemble du territoire national. L'information a été portée à la connaissance de la presse au cours de cette rencontre qui a réuni les responsables du ministère de la Santé et les partenaires. Pour cette campagne, ce que nous souhaitons pour le pays, ce que nous souhaitons pour tout le monde, c'est que tout le monde aille retirer, toutes les personnes qui ont été dénombrées puissent aller retirer leurs moustiquaires et les utiliser. Initialement, la campagne était prévue pour démarrer le 5 septembre, mais elle est reportée d'une semaine. Donc cet aspect est important à noter pour les communautés bénéficiaires. C'est une campagne de distribution de moustiquaires qui vise à ce que la population dans sa globalité puisse bénéficier de moustiquaires dans la stratégie de lutte contre le paludisme dans notre pays. L'autre message qui est également important, c'est que ces moustiquaires constituent un don. Selon les besoins, une moustiquaire imprégnée sera donnée à 2 personnes dans les ménages. Les moustiquaires seront gratuites. Toute vente est punie conformément à la loi. La campagne de distribution de moustiquaires est financée par le Fonds mondial pour réduire l'impact du paludisme au Togo. De nouveaux agents de santé seront formés à l'École nationale des auxiliaires médicaux, mais l'entrée se fait par sélection. Plus de 7500 candidats se soumettent depuis ce jeudi aux épreuves de recrutement. Charlotte Moussime. 7538 concurrents pour 390 places. Ce matin déjà, ces candidats se soumettent à un contrôle de connaissances pour l'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux. L'examen a lieu dans toutes les régions du Togo. Le directeur de cabinet de la primature et la délégation du personnel de la santé sont allés constater les conditions de travail des candidats. Ma descente, c'est dans le cadre de l'organisation du concours pour le recrutement des agents de la santé pour les écoles de formation, notamment les NAM. Cette descente a été autorisée par le Premier ministre qui m'a demandé de venir voir si les conditions sont bien réunies, si tout le monde est là et si le concours se passe dans le calme, la discipline et la sérénité, ce que j'ai découvert. Première épreuve, la composition française. Les candidats ont planché sur une pensée de l'écrivain Simone Veil. La destruction du passé est le plus grand crime. Un sujet de 3 heures qui reste déterminant pour la suite à donner à ce concours. La délégation officielle a profité de sa visite pour motiver les postulants. Nous avons reçu des instructions pour mettre l'accent sur l'excellence. Et donc, nous allons recruter sur la base du mérite. La demande est grande. Bon, les autorités sont en train de penser à la manière d'agrandir les infrastructures d'accueil pour que les Togolais qui s'intéressent à n'importe quel secteur puissent se former et servir valablement leur pays. Pour le compte de la région maritime seule, ils sont 3 929. Après les épreuves de français, ces différents candidats testeront leurs connaissances en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre. S'ils réussissent à ce concours, les candidats pourront se spécialiser dans 7 différents domaines: infirmiers d'État, sages-femmes, kinésithérapeutes, assistants d'hygiène, auxiliaires en pharmacie, infirmiers auxiliaires et accoucheuses auxiliaires.
Elle se rapproche au jour le jour et s'annonce comme une échéance importante pour les Togolais à la présidentielle de 2015. La CENI, l'organe chargé de préparer le scrutin, s'active. Elle vient de réceptionner 400 nouveaux kits, ce qui porte à 1675 le nombre total de kits à sa disposition. Ces appareils serviront à couvrir l'établissement des listes électorales. Lucas Kettenbouk pour reportage. Les 400 nouveaux kits, patrimoine de l'État togolais, sont ainsi consacrés au processus électoral en vue de la présidentielle de 2015. Réceptionnés hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les nouveaux kits d'enregistrement biométrique serviront lors de l'opération de révision de la liste électorale. Il y a le plateau supérieur qui comporte le laptop qui va permettre d'enregistrer les identités de l'électeur. Vous avez la caméra qui va permettre de prendre l'image de l'électeur. Vous avez le scanner qui vous permet de prendre l'empreinte digitale de l'électeur. Vous avez l'imprimante qui permet de sortir les noms, prénoms, les images et l'empreinte digitale sur une carte que vous avez comme carte d'électeur. Pour que ce plateau supérieur marche, il faut de l'énergie et dans le plateau supérieur, vous avez les batteries qui alimentent en énergie le plateau supérieur pour qu'à la fin du processus, on puisse avoir la carte d'électeur en bonne et due forme. La CENI se prépare à entamer l'une des phases importantes de l'élection présidentielle. Avec la réception de ce lot de matériel technique, la CENI dispose maintenant de 1675 kits pour mieux faire face aux besoins que nécessitent les différentes étapes des préparatifs de la présidentielle de 2015. Le centre de l'opération de révision, ce sont les kits. Les kits, le Togo est propriétaire de 1275 kits que nous sommes en train de faire reconditionner pour voir si ils sont opérationnels. Mais nous avons senti qu'il nous fallait encore un certain nombre de kits pour couvrir l'opération de révision telle que nous l'avons conçue. Je peux déjà vous dire que nous envisageons de faire cette opération de révision en 3 zones. Et pour ce faire, pour que nous puissions le faire vraiment dans les meilleures conditions possibles, nous avons demandé au gouvernement de nous mettre à disposition des kits supplémentaires. La date exacte du début du recensement en vue de la révision de la liste électorale n'est pas encore officiellement connue. La CENI poursuit donc les préparatifs avec, par exemple, la formation de 3000 opérateurs de saisie et de techniciens qui seront déployés sur le terrain. Outre les nouveaux kits, 1500 batteries et autres accessoires ont aussi été présentés aux professionnels des médias. Grand Lomé, naissance d'une métropole, c'est le thème d'une conférence publique organisée ce matin à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Après la mise en place de la cellule technique, du comité de pilotage et le recrutement d'un consultant, la phase d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé est ainsi amorcée dans une approche participative. Et Soham Théotéo. L'approche participative utilisée dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé permettra aux participants de comprendre ce qu'est le Grand Lomé, sa composition, son histoire, son statut et le besoin de métropolisation. Ils auront également à se prononcer sur un certain nombre de préoccupations énumérées à cette occasion par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Avant le lancement des études proprement dites, il était donc important pour nous de s'entendre avec tous les acteurs sur ce que revêt le Grand Lomé. Djablé dans le Zior ou Pogan dans les lacs sont-ils dans le Grand Lomé? Ces localités et tant d'autres ne sont-elles pas prises dans le front de l'urbanisation venu de Lomé avec son lot de pratiques foncières désastreuses? Le Grand Lomé doit-il s'arrêter à l'espace géographique défini dans la stratégie de développement urbain adoptée en 2012
Votre conférence publique devra répondre, entre autres, à ces interrogations. Le thème de cette conférence publique, Grand Lomé, naissance d'une métropole, est illustrateur des défis et enjeux de développement auxquels fait face Lomé, la capitale. Une capitale marquée par l'explosion démographique, l'extension spatiale et par conséquent l'augmentation des besoins. Qu'en sera-t-il en 2030, s'interroge le directeur de l'agence d'exécution des travaux urbains, maître d'ouvrage délégué de ce projet.